je l'ai dit, nous parlons de classification supervisée, de classification assistée, de la parfois classification contrôlée et toutes ces notions-là. Voilà. Il y a toutes ces notions qui existent pour parler de la classification supervisée. C'est un procédé technique qui permet de faire des échantillonnages, des prélèvements en fonction d'un ensemble de critères. Et comme ici, nous avons fait une composition vraie couleur qui permet de présenter l'eau en une variante de bleu, la végétation en une variante de vert. Chaque objet que nous verrons avec une couleur verte sera lié à la végétation. Chaque objet que nous verrons avec une couleur bleue sera lié à la végétation. Maintenant, il y a d'autres critères au-delà de la couleur. Il y a des critères de forme. Quelle est la forme qui est présente? Il y a des critères de proximité. À quel niveau, selon quelle proximité, disons, je ne dirais pas comme ça, je dirais au voisinage de quel objet est situé l'objet sur lequel nous travaillons. Donc, c'est un ensemble de critères pour faire ces sélections d'échantillonnage. Après avoir utilisé l'outil Image Analysis, nous allons utiliser le second outil que j'ai présenté plus tôt, qui nous permettait de faire de la classification. Donc, pour accéder à cet outil-là, vous avez ici un clic droit sur la zone blanche, là, la zone vide, et vous cliquez sur Image Classification. Vous avez cet outil-là. Maintenant, cet outil, il est configuré de façon particulière parce qu'il est capable de faire plusieurs choses à la fois selon l'objectif que nous recherchons. D'abord, comme nous souhaitons faire une classification supervisée, je ne vais pas présenter l'outil en gros, je vais prendre seulement les éléments qui rentrent en ligne de compte de la session de formation. Donc, le premier élément de manipulation, c'est d'abord choisir dans cette barre-là la donnée raster sur laquelle nous travaillons. Dans la donnée raster sur laquelle nous travaillons, c'est la donnée extraction. Et pour cela, je vais cliquer sur le triangle ici. C'est vraiment important cette étape-là. Vous cliquez sur extraction. Automatiquement, l'outil sait maintenant que c'est le fichier de base sur lequel vous travaillez. Après avoir choisi extraction, vous avez la seconde étape qui consiste à cliquer sur ce bouton-là, qui est appelé Training Sample Manager, qui est l'outil de gestion des données que vous allez échantillonner. Vous cliquez directement sur cet outil-là. Ce qui vous permet d'accéder à cet autre outil. Il est petit, il est minuscule, mais il est costaud en termes de possibilités, en termes de capacité de manipulation. Donc, on va voir ensemble quelles sont ces options. OK. Donc, avec cet outil-là, vous allez faire des prélèvements d'échantillons. Un échantillonnage en fonction des informations qui sont là. Donc, je vous présente quelques informations de façon globale. Tout ce que vous voyez ici en vert matérialise la végétation. Tout ce qui est en bleu matérialise les zones bâties, que ce soit des villages, que ce soit des communes, que ce soit des magasins, des boutiques et tout ça, les routes, autoroutes, tout ça. Tout ce qui est en blanc est essentiellement lié à ce type de données. Ici, cette coloration nous permet d'identifier les cours d'eau, aussi les sols nus dans ces zones-là. Donc, vous avez cette configuration qui représente un centre-ville. Voilà. Je vous montrerai d'autres options si le temps nous permet, qui nous facilitent aussi l'identification des objets à partir des données existantes sur le terrain. Mais je vais voir si c'est possible par rapport au temps. Nous commencerons par identifier les zones bâties. L'ordre importe peu, voilà, ça dépendra de vous. Maintenant, pour prélever les échantillons, nous avons un outil qui est très intéressant qui est à ce niveau-là. Draw Polygon, voilà, ça c'est l'option Draw Polygon parce qu'on peut choisir d'autres options pour faire le drawing, c'est-à-dire le dessin pour prélever les échantillons. Je vais choisir par exemple, on va choisir lequel là. Bon, on va choisir par exemple ce cercle là. Je vais choisir l'option circulaire. Donc on voit ici qu'on a un centre-ville, donc une zone bâtie. Une zone bâtie. Donc je vais simplement maintenir un clic gauche pour dessiner des cercles. Voilà. On peut changer d'outil. Je vais prendre par exemple le rectangle. Je dessine simplement des clics gauche, maintenu, je glisse et je peux dessiner là. Je peux aussi choisir d'utiliser des polygones.
Je choisis des polygones. Je fais des clics gauche. Je double-clique pour terminer. Voilà. Je fais des clics gauche. Je double-clique pour terminer. Donc, voici comment nous arrivons à faire les échantillonnages. C'est-à-dire, on fait des prélèvements en fonction des objets. Il faut que ce prélèvement-là soit vraiment représentatif de la réalité. Vous ne devrez pas prendre un seul élément et puis vouloir que le logiciel soit capable de générer le résultat exactement. Donc, plus vous avez des zones d'échantillonnage, plus le résultat est absolument sûr. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait faire pour prélever les échantillonnages. Et pour le prélèvement, vous devrez répartir vos échantillons sur l'ensemble de la carte. Ce n'est pas uniquement dans des zones, dans une seule zone. Non, vous devez répartir ces échantillons-là sur l'ensemble de la carte. Voilà. Ne vous concentrez pas sur une seule donnée, une seule zone pour faire l'échantillonnage, sinon le résultat sera biaisé. S'il y a des géologues ici, ils peuvent plus ou moins comprendre cela. Si vous avez un permis de 5 hectares que vous souhaitez exploiter, que vous faites ici une étude géochimique ou d'autres types d'études sur seulement que 1 mètre carré et vous souhaitez généraliser le résultat, ça sera faux parce que les 1 mètre carré ne sont pas représentatifs de vos 5 hectares. Donc, tenez compte de cela. Il faut que vous soyez capable d'échantillonner ici sur plusieurs espaces pour que le résultat qui sera obtenu soit à des détails très exacts, proches de la réalité absolument. Ok, on me demandera pourquoi est-ce qu'on fait des échantillonnages. Alors, cela nous permet de dire au logiciel que toutes les données, autrement, tous les pixels qui ont telle caractéristique représentent tel type d'information. Donc, après avoir dessiné quelques échantillons, après avoir prélevé quelques échantillons, nous avons un autre niveau de manipulation qui permet de fusionner ces échantillons-là. Pour ce faire, je vais les sélectionner toutes. Donc, je vais cliquer sur le numéro 1 et je viens en bas, je maintiens chiffre. Chiffre, c'est la touche avec la flèche sur le clavier. Vous maintenez, vous cliquez sur le dernier échantillon et sélectionne tous les échantillons. Après sélection, vous cliquez sur ce bouton-ci, qui est un bouton de merge qui nous permettra de grouper tout ça. Donc, on a maintenant un seul fichier que je peux nommer par exemple bâti par rapport à l'objet sur lequel nous travaillons. Je l'appelle bâti. Je peux changer son couleur. Autant, excusez. Je peux changer sa couleur, excusez. Sa couleur en cliquant là-dessus, je peux lui donner une couleur, par exemple, orangée là. Et chaque fois que je vais sélectionner cette donnée et je vais numériser, autrement, je vais faire un prélèvement d'échantillonnage, il va comprendre que nous sommes toujours dans les bâtis. Voilà, on peut combiner toujours autant pour moi. Donc, je vais faire ici des échantillons de nouveau. OK. Donc, on ne pourra pas faire tous les éléments pour une question de temps et d'efficacité, mais vous avez le procédé technique qui est là. Vous faites des échantillonnages en fonction des zones qui ont les mêmes caractéristiques. Voilà. Donc, je l'ai dit, toutes ces zones-là sont les zones de bâti. On est dans le centre-ville, un peu vers la zone-ci. Voilà, on a un centre-ville là. On a aussi un centre-ville un peu plus bas, je pense. OK, vous voyez bien que ce centre-ville-là, ça, c'est le cœur de la ville même. Je crois bien que ça doit être le centre-ville de Boaké, si je ne m'abuse. Mais on va confirmer cela après, surtout si le temps nous permet de le faire. Donc, vous avez ici l'échantillonnage qui nous permet de dire à la machine que toutes ces zones-là, c'est de l'habitation ou bien de la construction humaine, de l'aménagement humain. Voilà, on peut avoir ces éléments-là. Ici, on a des routes. Vous voyez bien que en fonction de la forme, on peut automatiquement identifier le type. On a ici une route là. Vous voyez bien qu'on a la route qui est définie. Ici, on a des bâtis. Donc, je pense qu'on ne va pas faire tous les éléments parce que ça risquerait de prendre un peu plus de temps. OK. Donc, je vais voir si je peux envoyer la donnée parce qu'elle est quand même, elle pèse beaucoup. Je vais voir si je peux balancer directement. Et maintenant, dans le groupe WhatsApp, ça risque de prendre un peu plus de temps. Je me demande si WhatsApp accepte. Ça fait 1 giga de données. Donc, je ne sais pas si ça sera possible.
Ok, je vais voir si on peut balancer ça. C'est 1 giga, donc parfois WhatsApp a des limitations de capacité de données. Je vais voir si on peut balancer ça. Et vous pourrez utiliser la même donnée, voilà, pour vos manipulations. Moi, ça ne me gêne pas. Dans le cas contraire, je vous envoie uniquement que la donnée qui est traitée, c'est-à-dire la zone extraite, et puis vous faites la manipulation. Je pense que ça sera très intéressant. Ça serait mieux comme ça. Je vous enverrai la donnée que je traite actuellement parce que la base de données risque de prendre trop de temps. Donc, j'ai simplement fait quelques échantillonnages. Voilà, je n'ai pas fait l'ensemble, mais on va s'arrêter à ce niveau-là. Je vais fusionner tout ça et voici mes bâtis. Maintenant, après les bâtis, nous passons au cours d'eau. Mais avant, je préférais qu'on puisse échanger sur cette étape-là d'abord. Après avoir échantillonné quelques zones d'habitat ou de zones bâties, on va ici échantillonner ici la zone ici, le cours d'eau. Voilà, donc cette retenue d'eau là, je vais échantillonner ça et je vais l'appeler par exemple eau pour ne pas faire long. Surface d'eau haute, voilà. On pourrait, donc je vais simplement échantillonner là. Ok. Je vais dézoomer un peu pour échantillonner d'autres zones si on en a. Voilà, on en avait une quelque part là. Je ne sais pas si j'ai la bonne. Je vérifie encore si on a des données qui ont une configuration similaire. Je pense qu'ici, on en avait quelque part là. Ok, ici, je pense bien. Ok. Ok, donc ceci étant fait, je vais fusionner ces nouvelles données. Je sélectionne classe 40 jusqu'à classe 48. Voilà. Les numéros de classe sont le nombre d'échantillons que vous avez eu à effectuer. Donc, je vais cliquer sur l'option ici, Merge pour les fusionner. Je vais l'appeler O. Et je vais lui donner une couleur de bleu. Je vais lui donner un bleu, ce bleu-ci. OK. Ceci étant fait, on va passer à la végétation. Maintenant, je donne une information importante. Par rapport aux classifications, il y a des détails très minutieux. Nous n'allons pas arriver à cela parce qu'en termes de végétation, il y a plusieurs niveaux de végétation. Mais on va regrouper tout sous le vocable de végétation. Voilà, on va regrouper tout sous le vocable de végétation pour faire un peu plus court. Parce qu'en termes de végétation, on a soit des forêts, elle peut être une forêt dense, une forêt clairsemée, une savane arborée, herbeuse et autres. On a différentes variantes. Mais ici, OK. En termes de cours d'eau, aussi, on a cette zone-là que je vais récupérer aussi. OK. Donc, je l'ai dit, ne regroupez pas au même endroit tous vos échantillons. Autant pour moi, tous les échantillons, sinon ça ne va pas marcher. OK. Donc, on va maintenant échantillonner quelques zones de végétation. Vous voyez qu'en fonction des couleurs, ici, le vert est plus foncé qu'ici. Donc, on n'a pas les mêmes types de végétation. Mais pour une question d'efficacité, j'ai bien décidé qu'on regroupe tout ça ensemble pour vous montrer réellement comment est-ce qu'il faut procéder. Maintenant, dans les détails, vous allez récupérer ces informations-là dans le pack complet de formation. Je vais simplement échantillonner quelques zones. Seulement quelques zones de végétation. Plus le vert il est foncé, plus la végétation est dense. Voilà, c'est le procédé à comprendre. Plus on a le vert qui est foncé, plus la végétation elle est dense. Moins elle est foncée, moins la végétation est dense. Donc on peut facilement distinguer les forêts denses des forêts clairsemées et d'autres types de végétation en fonction de la couleur du vert. Voilà. Donc bon, vraiment il y a quand même quelques informations par rapport à ces éléments-là. Mais je pense je vais stopper là. Bon, c'est pas vraiment assez, mais je vais m'arrêter là. OK. Je fusionne la végétation maintenant. Je l'appelle végétation. Donc, je l'appelle végétation. Et bon, par défaut, il est au vert. Si le vert ne vous convient pas, vous pouvez cliquer et choisir, par exemple, un autre vert là. OK.
Je passe maintenant au sol nu, c'est-à-dire les terrains qui sont nus. On peut bien voir en fonction de la couleur ici, une couleur plus ou moins qui s'apparente à de la terre, voilà, ou du brun parfois, qui représente les sols nus, voilà, ou les affleurements rocheux. Vous allez parfois entendre la notion d'affleurement rocheux. Sol nu ou affleurement rocheux, parfois vous allez entendre ces expressions-là. Donc ces zones-là, ici, sont dégagées, sont ici très peu recouvertes de végétation. Donc on arrive parfois à voir le sol nu plus aisément. Donc on a ces zones-là. Je prélève quelques-unes seulement. Voilà, quelques-unes seulement. Et on va lancer la classification. OK. Donc, je récupère ces zones-là, histoire de lancer la classification. OK, donc je vais stopper aussi à ce niveau pour les sols nus. Je les fusionne et je les appelle sol nus. Donc, voici ici 4 catégories d'échantillons que nous venons de prélever. On peut avoir plusieurs catégories en fonction de l'objectif de notre étude ou en fonction de notre capacité à identifier les éléments. Donc, ceci étant fait, les sols nus, je vais changer la couleur, par exemple, en jaune, et ceci est bon. Donc, avant de passer à la prochaine étape, est-ce que par rapport à l'échantillonnage, il y a des questions? Si oui, je suis disponible. Vous devrez, pour une meilleure carte d'occupation du sol, prélever plusieurs échantillons. Vous devrez aussi prélever plus d'échantillons sur l'ensemble de la carte. Vous ne devrez pas prendre, par exemple, tous les échantillons dans la même zone. Non, vous devrez répartir les pixels, autrement les échantillons sur l'ensemble de votre zone d'étude. Si les échantillons ne sont pas sur l'ensemble de la zone d'étude, vous aurez un résultat qui ne serait pas exact. Donc, répartition globale des échantillons. Et vous avez aussi, après avoir réalisé ces sélections d'échantillons-là, la possibilité de sauvegarder vos données. Et pour ce faire, vous avez l'option qui est là, qui ressemble à une disquette. Save Training Sample, vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquerez dessus, vous demandera de sélectionner un dossier dans lequel se trouve un dossier de sauvegarde. Et il va le sauvegarder en fichier de type SHP, un fichier vectoriel. Voilà. Vous pouvez faire cela. Maintenant, un autre élément qui est important, c'est la possibilité de sauvegarder en une couverture, autrement en un fichier de signature. Donc, cliquez sur l'option, c'est cette option que je vous recommande. Après avoir sauvegardé en fichier de type vectoriel, vous pouvez, disons, sélectionner ou enregistrer, excusez. Après avoir enregistré ici avec le format vectoriel, vous sauvegardez en ce type de fichier de type signature. C'est très important parce qu'elle nous permettra de lancer la classification plus facilement. Les fichiers de signature, vous pouvez les importer après, mais ce sont des détails que nous n'allons pas voir. Je clique sur le fichier ici, Create et Signature File. Je vais créer ici un fichier de signature. Je vais l'appeler, bon, je conserve le nom extraction. Je vais changer le dossier de sauvegarde. Donc, je l'ai dit, lors de la création du projet, vous devrez être capable de sauvegarder vos projets dans des dossiers vraiment adaptés. Parce qu'on travaille sur de gros projets parfois, et si vous n'avez pas une configuration très intéressante, il vous sera difficile de faire de beau travail. Parce que c'est quand même très délicat. Si vous avez tellement de données que vous les balancez par-ci et là, vous allez vous perdre très tôt. Donc, je vais mettre ici dans mon dossier, j'ai appelé ça formation. Dans formation, j'ai ici ce dossier-là. Ensuite, décembre 24. OK. Donc, j'ai ici données. Je vais sauvegarder ici dans le fichier, dans le dossier qui est là. Je vais faire enregistrer. Cela étant fait, vous pouvez conserver toujours ce panneau-là. Il est important pour toute manipulation. Voilà, vous avez la possibilité de présenter en forme
de nuages de points, tout ça. Bon, ce sont des éléments. Personnellement, je vais vous priver de ces contenus-là parce que c'est c'est quand même volumineux en termes d'informations qui est disponible dans ces outils-là. Donc, on ne va pas arriver à tous ces détails-là. Voilà. On peut représenter ici en fonction de tous ces éléments-là. On voit bien des configurations et autres qui peuvent vous permettre d'avoir une vue globale sur certaines données. Donc, après avoir réalisé ces éléments qui ont été échantillonnés, nous allons passer à la supervisée. Voilà. Vous cliquez simplement au niveau de classification, vous cliquez sur le triangle et vous avez l'option de classification ici qui est dit de type interactive ou bien de type maximum likelihood classification. Je vous conseille l'option numéro 2. Voilà. La première option aussi marche sans souci. L'option numéro 2 vous permettra de sélectionner le fichier qui vient d'être sauvegardé. Les deux options proposent les mêmes résultats. Cependant, c'est juste les paramétrages de validation de sélection qui varient, c'est tout. Donc, avec cette option-là, vous devrez sélectionner d'abord la bande sur laquelle vous travaillez par défaut, c'est la bande extraction, puisqu'elle avait déjà été paramétrée depuis le début du projet. C'est ici la donnée qui est là. Donc, après avoir sélectionné cet élément, vous devrez maintenant sélectionner le fichier qui correspond à votre signature qui a été créée lors des échantillons. Donc, vous cliquez sur le bouton là. Et en cliquant sur le bouton, vous allez sélectionner votre fichier. Ici, dans le dossier, je vais le récupérer. Dans le dossier de sauvegarde. Voilà. Donc, pour cela, il faudrait avoir de noms très précis, des dossiers très précis aussi. Sinon, ça sera très difficile pour vous. Donc, je vais dans le dossier ici, 224. Je sélectionne données. Je sélectionne ensuite extraction GSG, qui est le fichier de type signature. Je fais ouvrir. Ceci étant fait, il y a d'autres paramètres tels que le nom de la donnée, tout ça, le dossier de sauvegarde que je vais conserver par défaut. Je vais cliquer sur OK. Je patiente. Le temps de validation peut durer ou pas en fonction de la zone d'étude des échantillons et autres éléments qui sont proposés dans la manipulation. Donc, on va patienter quelques secondes qui nous propose le résultat recherché. Voilà, on va patienter quelques secondes qu'il nous propose le résultat recherché. Donc, le temps, je l'ai dit, il peut être long ou court selon plusieurs paramètres. Donc, on a le résultat qui est là. Et ce résultat, très souvent, lorsqu'il est proposé, il ne prend pas en compte les couleurs qui sont dans votre training sample. Non. Alors, il génère les couleurs automatiquement comme ça. Maintenant, à vous d'adapter les couleurs. Raison pour laquelle je n'ai pas fermé cette fenêtre-là. On voit bien que 1, quand je dis 1, ce n'est pas le numéro 1 d'ici, mais le 1 de value ici. Donc, le 1 qui est ici représente les bâtis et c'est en orange. Je peux maintenant modifier la couleur. Je clique là et je peux mettre ça en orange. Je vais mettre, voilà, je vais mettre en orange ici. Je prends par exemple cette couleur orange là, je fais OK. Voilà. Maintenant, ici, le 40 représente le bleu, c'est-à-dire les zones de cours d'eau. Donc, 40, je clique là et je vais enlever la couleur de contour. Voilà. Contour, je mets no color et la couleur du fond, je mets du bleu, comme c'est du réseau hydrographique qu'il s'agit. Maintenant, concernant le 51, c'est la végétation en vert. Donc, je clique sur 51 là, c'est-à-dire le carré là, autrement le caisson pour faire exact. Je sélectionne green qui est le vert, qui va représenter notre zone, nos différentes zones de végétation. Je fais OK. Le dernier élément, c'est le jaune qui représente les sols nus. Donc, je clique ici, là, et je vais mettre ici ce jaune-là. J'enlève la couleur de contour, je fais OK. Donc, voici ici notre zone qui vient d'être classifiée avec ces différentes informations. Voilà, on peut faire autant de manipulations. Je l'ai dit, je vais vous priver de tous ces éléments. On voit bien qu'en orange, on a les bâtis. Donc, ici, on a la route là. On peut bien voir la route là et les zones de bâtis hautes et les zones de cours d'eau sont là.
on voit bien de l'eau en bleu là. Et en jaune, ce sont les sols nus et en vert, la végétation. Donc voici en quelque sorte le résultat que nous avons obtenu. Et il y a encore des manipulations possibles, histoire de corriger les erreurs, histoire aussi d'appliquer des données vectorielles pour représenter au mieux certaines réalités, qu'il s'agisse des localités, qu'il s'agisse d'autres éléments, pour présenter plus aisément ces informations pour une mise en place cartographique que nous ne verrons pas. S'il y a des questions, vous les posez. Dans le cas contraire, on donnera le mot de fin pour cette session de ce soir. Pour la vérification, on a plusieurs options, je l'ai dit, mais on va prendre seulement un élément qui est quand même basique. Hein, voilà. Un élément basique, c'est de cliquer sur Add Data, ici base, Add Base Map, et je vais sélectionner un fond ici, là, et je vais faire Add. On va simplement comparer quelques détails là. Ce n'est pas vraiment très exact, comme je l'ai dit, voilà, parce qu'on n'a pas eu assez d'échantillons. Aussi, on n'a pas eu à répartir les échantillons sur l'ensemble de la carte. Voilà. Donc, l'ensemble de la zone d'étude, autant pour moi. Il faut avoir assez d'échantillons. Il faut aussi qu'il soit disponible, qu'il soit visible sur l'entièreté de votre zone d'étude. OK. On va patienter, voilà, on va patienter que nous propose. Donc, on a les résultats selon le type de fond cartographique que j'ai choisi. Donc, c'est un fond cartographique qui allie images satellitaires au nom des lieux. Donc, ce qui est appelé label ou labeling ou étiquette ou étiquetage, qui permet de donner à chaque endroit le nom qu'il faut. Voilà, on voit bien ici de façon plus ou moins ces différents éléments-là. Donc, la classification, elle est là. Et vous voyez bien la réalité de la zone comparée aux images déjà préétablies qu'ils ont présentées. Bon, il y a un outil, je ne sais pas si ça va pouvoir passer. L'outil Switch qui est là. Je vais voir si on peut faire défiler les données. Si on accepte ça, je ne sais pas ce soir, c'est un outil qui bade un peu ce soir-là. Donc, on va l'ignorer parce qu'il est en train de bader un peu. Je vais l'ignorer. OK. Donc, je vous présente encore un autre fond cartographique là. Voilà. Après ce fond, je présente un autre fond cartographique. Add map, add data, add base map. Je vais choisir, excusez, un autre fond cartographique, par exemple, ce fond topographique là. OK. Je fais add et ensemble on va vérifier l'exactitude. C'est seulement des options très basiques de vérification. On va patienter qui propose ici ce fond là. OK. Donc, on a ce nouveau fond. Hop, le temps qu'ils me répondent. On va vérifier ce nouveau fond-là. C'est un élément qui est vraiment basique. C'est à vue d'œil qu'il faudrait vérifier ça. Mais on peut, avec des options mathématiques, avec des valeurs de matrice, on peut valider toutes ces questions-là. OK. On va patienter un peu. On va patienter. Hop, OK, il est là. Hop. Donc, je vais enlever ce fond-là. Ce premier fond. Si les images satellitaires et puis proposer le fond ici, votre topographique. Alors, on va vérifier ça ensemble.
Ok, donc j'enlève ici cette base map là. Je vais la supprimer carrément pour un gain d'efficacité. Ok, donc je conserve la base map sur Word Topographic Map. On va vérifier ensemble. Ok, le temps qui passe, qui se présente. Hop, le temps qu'ils nous répondent. Pendant ce temps, s'il a des questions, vous pourrez les poser, ça ne me gêne pas. S'il a des questions, vous pourrez les poser, ça ne me gêne pas. Voilà, donc il y a ces possibilités de correction de façon visuelle qui sont proposées. Et vous avez des options plus ou moins mathématiques avec les matrices de confusion qui peuvent vous permettre de valider. Et d'autres manipulations possibles qui sont dans le pack bonus. Voilà, le pack bonus vous présente ces possibilités de correction. S'il y a des questions, je les prends. Dans le cas contraire, moi, je vais donner rendez-vous à une prochaine séance. J'espère qu'elle sera le plus rapidement programmée pour le bonheur de tout un chacun. Donc, on va prendre quelques deux questions, ou bien pour ceux qui avaient des questions qui n'étaient pas bien formulées, je suis là, on va les répondre et puis clôturer la session d'information de ce soir. Ok, je vérifie s'il y en a. En parlant de. Bon, je sais pas, je remonte un peu. Je remonte un peu. Attention, bon, là, c'est pas. Est-ce que les images satellites peuvent être utilisées à la place des fonds de cartes en ligne? Je pense ne pas comprendre. Est-ce que les images satellites peuvent être utilisées à la place des fonds de cartes en ligne et vice-versa? Je ne comprends pas très bien, mais vous pouvez réaliser des cartes, que ce soit des cartes de localisation, que ce soit d'autres types de cartes, et intégrer les fonds cartographiques que nous venons de présenter. Ça ne gêne pas. Vous pouvez réaliser une carte, ce n'est pas forcément une carte d'occupation du sol, ça peut être une carte de zone d'étude, et vous superposez juste en bas de la carte des fonds cartographiques qui sont déjà là. Dans la base map, vous avez déjà des fonds cartographiques qui sont là, que vous pouvez intégrer. On a quand même un ensemble de fonds. Vous pouvez intégrer à votre carte sans souci, ça ne gêne pas. Vous devrez être obligatoirement connecté à Internet. Maintenant, parlant du processus de suivi pour avoir le certificat, comment vous voulez procéder les différentes étapes? Non, on échange de cela après, M. Yao. Comment reconnaître le pixel mal identifié pour pouvoir le supprimer? Oui, une belle question. Pourrez-vous revenir sur comment faire la vérification? La connexion Internet m'a lâché. OK. Donc, la partie de la correction, dans le bonus, vous avez ça. Comment arriver à corriger? Voilà. J'ai montré un élément tout à l'heure, mais comme je n'ai pas pris le temps, c'est tellement que je suppose, voilà. Bon, j'ai enlevé le fond. Je vais devoir supprimer ce fond-là. Bon, je vais mettre, je sais pas quel fond. Bon, je vais voir si ce fond-là, parce qu'il n'avait pas marché à la précédente manipulation. Je vais ajouter ce fond pour voir. J'espère qu'il va me répondre le plus rapidement possible et on va faire une vérification visuelle rapidement. Ok, il charge un peu difficilement, hein, donc on va patienter un peu. Donc si vous voyez, bon, le temps qu'il nous répond, hein, si vous voyez, si vous comparez votre classification à la réalité du terrain que vous voyez, par exemple, une zone qui est supposée être une zone de végétation de façon absolument sûre et qu'il a mis par exemple un sol nu, cela voudrait dire qu'il y a une confusion dans les pixels. Vous dégroupez, vous sélectionnez votre, je dirais comme cela, la classe d'échantillon qui propose cette erreur-là et vous cliquez sur le bouton pour déclassifier, autant pour dégrouper. Lorsque ça sera dégroupé,
Vous avez l'outil de sélection qui est en haut à droite ici. L'outil de sélection, vous utilisez cet outil de sélection. Vous cliquez sur le pixel qui pour vous a été mal échantillonné. Et vous pouvez le supprimer en cliquant sur le bouton-ci. Il va le supprimer. Et lorsque vous supprimez le pixel, vous pouvez maintenant regrouper vos données en faisant ici le merge pour le merger et vous relancer encore votre classification. C'est tout. C'est une manipulation qui est basique parce qu'on peut avoir d'autres options. Mais je pense qu'on pourrait peut-être pour une prochaine session toujours continuer en télédétection avec les options de correction parce qu'il y a plusieurs options de correction en fonction du type de reçu à laquelle nous sommes confrontés. Bon, c'est pas ce type de fond, il ne veut pas, il veut vraiment pas s'afficher. Donc, c'est quand même désagréable. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas s'afficher. J'espère, zone d'étude, extraction. Ok, pas de souci. Ok, il est là. Donc, j'ai un fond ici. Je vais cacher un peu ça. Regardez bien ce fond cartographique là, avec qui est appelé World Topographic Map. Il change très difficilement, vraiment. Donc, si vous le comparez à votre classification, vous verrez que réellement, en fonction de l'année, que certaines données ne sont pas exactement bien représentées. Dans ce cas, vous dégroupez vos échantillons et vous supprimez les éléments qui ne sont pas bien placés et vous renumérisez ou vous prenez de nouveaux échantillons qui représentent au mieux la réalité et vous relancez votre classification. Voilà, on voit bien qu'on a Boakir ici. Donc, voici les zones ici bâties. Et vous voyez chez moi ici le bleu. Regardez bien. Oh, quand je vais zoomer, il va mettre le temps pour charger. Donc, je ne vais pas zoomer. Si vous voyez bien, les lignes ici en gris sont les zones, sont les routes. Donc, autrement, les zones bâties. Donc, tout ce qui est zone bâtie a été récupéré en orange. Et tout ce qui est bleu représente les zones de cours d'eau. Voilà. Donc, on comprend plus facilement notre classification, si elle est exacte ou pas. Si par accident, cette zone qui est une zone de bâti, qui doit être numérisée ici en orange et que vous voyez qu'il a du vert, c'est-à-dire que ce n'est pas bien fait, vous devrez sélectionner ça et vous supprimer et vous renumérisez. C'est tout. Et je pense qu'on va arrêter à ce niveau, les 21h31. On va arrêter à ce niveau. Si tu as des questions, on va les prendre peut-être en PV ou bien pour la prochaine session, on verra bien si on peut conduire la télédétection spatiale ou d'autres formations dans d'autres domaines.